Bonjour à tous, je me présente Cyril, 27 ans, développeur Android chez Appen depuis 5 ans. Et Et Ala, je suis développeur Android depuis une dizaine d'années et ça fait 1 an et demi que je suis chez Apple. Voilà. voilà. Bon, après, comme vous l'avez compris, la présentation elle va être en français. Note that my English is bad, but ça fait du bien à tout le monde, une petite présence en français, je pense. Et voilà, on va vous expliquer, comme c'est écrit, comment migrer une app avec des millions d'utilisateurs. Je pense qu'on a tous déjà ouvert notre ordi, ouvert notre projet. On a regardé le code, on s'est décomposé, on a dit vas-y, on repart from scratch. Et bah c'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. À quel moment peut-être c'était normal pour nous de se taper 15 minutes de compilation à chaque fois qu'on veut lancer quelque chose, de devoir refacto la feature en entière à chaque fois qu'on veut ajouter une fonctionnalité. Euh, Enfin, maintes et maintes problèmes dus à une archi anthropique. Voilà. Et on s'est dit vraiment, ouais, il y a un moment, il faut faire quelque chose. C'était peut-être pas la solution la plus optimale, mais voilà, c'est celle qu'on a choisie. Donc aujourd'hui, on va parler évidemment de choses que vous connaissez très bien, ILT, Compose, archi multimodule, et bah, évidemment encore coroutine. Voilà. Quelle migration? Alors vous me direz, donc comme le nom l'indique plus ou moins, Reborn, comme un phénix qui renaît de ses cendres, c'était le projet From Scratch, donc, qui partait d'un nouveau module. Ensuite, s'en vient un rebranding, je pense que tout le monde sait ce que c'est. On vous expliquera comment on en a profité pour passer en compose à ce moment-là. Ensuite, comment on en a profité pour passer en coroutine flow. Et enfin, là, vous présentera un peu toutes les best practices d'équipe qu'on a mis en place pour ne pas avoir à refaire ça dans 2 ans. Voilà. Donc, pour commencer, Reborn, Q4 2022, Q1 2023. Donc un projet assez ambitieux, on va dire, pour une time frame aussi petite. Évidemment, ça s'est étendu sur plus que ça avec la correction de bugs, etc. Mais on a réussi en 6 mois à vraiment sortir ça en prod et c'est plutôt une belle réussite. Vous me direz comment on a réussi à convaincre notre hiérarchie de faire un tel projet. Ça n'a pas été si simple, mais bon, 15-16 minutes de compilation, je pense que si vous faites le calcul en termes d'argent perdu, on arrive à des sommes assez faramineuses. Le fait qu'un refacto, ça prend aussi minimum 2-3 semaines à chaque fois qu'on veut toucher une feature, voilà, c'était plus possible. On a réussi donc à convaincre par ce type d'argument, ce qui a mené quand même à quelques concessions, notamment le fait qu'il n'y aurait pas de freeze, donc c'est-à-dire de travailler sur Reborn simultanément sur des features, et également partir sur des technos vraiment qu'on maîtrisait. Voilà, donc RxJava, même si coroutine était déjà bien présent, personne dans l'équipe savait en faire. On s'est dit, on va pas faire une tour de piste, on va partir sur des bases solides, en l'occurrence Rx pour nous. Voilà. Donc l'équipe était splittée un peu en, pas en deux, mais voilà, 4 personnes étaient à fond sur Reborn et 2 personnes, dont moi, étions sur un projet transverse, donc qui est la timeline, c'est ça, voilà, c'est l'écran principal de l'app, qui devait fonctionner donc sur les 2 archis. Bon, voilà, je vais vous présenter un peu de magie noire qui a permis de faire ce genre de prouesse, voilà, de faire cohabiter Hilt et Dagger. Si c'était à refaire, je vous dirais de le faire en migration progressive et je vais vous montrer comment cela est possible. Voilà, un petit exemple de code au niveau du fragment donc de l'écran principal qui permet de choisir à quel endroit on va faire ces injections tout simplement avec un delegate pour le legacy et pour Reborn. Donc voilà, ici, ici, ici. Un petit exemple de l'injection avec Dagger, donc avec tout son boiler code, et encore là ça va. Donc, qui permet d'injecter le fragment avec son view model factory, etc. Et le même fragment, donc avec, le même view model avec Hilt, donc injectable avec Hilt, tout simplement. Donc, si on compilait l'un ou on compilait l'autre, ça fonctionnait, que ce soit sur l'ancien projet et sur le nouveau projet.
Donc, ce qui permettait vraiment d'A/B tester cette fonctionnalité Day One de la sortie, qui était assez important. Et voilà. Donc voilà, ce genre de choses, c'est pas forcément la meilleure façon de faire qu'on a fait là, mais il y a plein de façons de l'implémenter. Et voilà, moi je voulais vous montrer que c'est possible. On peut vraiment migrer de Dagger à Hilt, que ce soit progressivement, que ce soit en un coup. C'est pas impossible et ça évite d'avoir des erreurs incompréhensibles avec Dagger, d'avoir du boiler code interminable, etc. Voilà. Ce qui a aussi permis de faire ça assez facilement, c'est le fait qu'on ait choisi une architecture multimodulaire pour la suite. Et bon, je vais expliquer ça un peu plus après. Voilà. 20... Ah, pardon. Petit exemple de notre archi-cible. Voilà. Donc avec un bon multimodulaire, comme la feature Vibe, qui est une des nouvelles features qu'on a fait, avec son data, son domaine et sa présentation par feature, avec son domaine transverse qui ne connaît ni présentation ni data. Voilà, chose très utile qui nous permet de ne pas nous marcher sur les pieds, de bien séparer nos tests et d'avoir un meilleur temps de compilation puisque le compilateur ne recompile que les modules qui n'ont pas été modifiés. Voilà, donc c'est super. Ensuite vint le rebranding. Donc j'imagine que vous savez tous ce que c'est un rebranding. Deezer nous l'a bien expliqué l'année dernière. Donc voilà, toute une nouvelle identité visuelle de l'app allait être faite. Restait à savoir comment nous on allait implémenter ça, sachant que je ne sais pas qui d'entre vous a déjà fait des custom views en XML, mais je pense qu'on ouais, voilà, on sait tous à quel point c'est fastidieux et c'est juste horrible, ça prend un temps fou. Donc vraiment on n'était pas très motivé de partir là-dessus, surtout après Reborn. En plus, la time frame était assez faible, encore une fois, donc pour le MVP, bien sûr, de 6 mois. Il a fallu faire des choix, et ici, on a fait le choix de se former sur Compose. Voilà. Donc, monter en compétences de l'équipe, notamment grâce à un des membres qui s'y connaissait en Compose et qui a un peu motivé les troupes. Voilà, parfois, il suffit vraiment d'une personne qui s'y connaisse pour donner un élan à l'équipe. Profitez aussi des formations que votre entreprise peut vous procurer. Dans notre cas, on a choisi de faire une formation Compose, donc avec Fanny Demey, par exemple, que vous connaissez peut-être. Et ça nous a permis vraiment de tout se mettre à niveau. Voilà, moi, j'avais jamais fait de Compose avant. Ça m'a permis d'avoir les bases. Et on a ensuite mis en place des pratiques d'équipe, pour avoir vraiment un code homogène, pour se comprendre. On a suivi les practices Google de Compose Lint, etc. Donc voilà, vraiment la montée en compétences, elle a été très rapide. Très rapidement, on a pu délivrer des features, et je vais vous expliquer voilà, un peu dans quel ordre on a fait ça. Donc grâce à notamment à la mise en place d'un référent design system, on a pu, bon c'est en allemand mais faites pas attention, on a pu faire le design system dans cet ordre. Donc simplement commencer très petit, design token, des couleurs, des polices, enfin voilà, vraiment des choses très petites. Ensuite des atomes, donc qui sont les plus petits composants, notamment des blocs de texte, des avatars, ou voilà, des choses qu'on va réutiliser dans des ensembles plus gros. Alors, ça mériterait tout un sujet, mais je vais aller rapidement là-dessus. Voilà, donc ensuite les molécules qui sont des ensembles d'atomes qu'on va réutiliser, notamment dans tous les écrans, les card user par exemple, des choses comme ça. Donc vraiment, voilà, on l'a fait incrémentalement, on a fait une vraie base qu'on pourrait utiliser dans tous les écrans. Et notamment voilà, dans des templates qui vont nous permettre à chaque fois d'avoir une validation solide avec notre design, notre équipe design. Voici un petit exemple de template de notre application. Voilà, donc ici c'est un genre de playground où on peut désactiver ou activer des atomes dans les ensembles. Et voilà, de tester est-ce que vraiment on est conforme, est-ce que ça peut partir en prod, est-ce que c'est mergeable, etc. Voilà, donc je vous conseille vraiment de partir là-dessus aussi. Et voilà, ce qui est vraiment bien en fait, c'est qu'on n'est jamais bloqué dans ce genre de migration. Il y a toujours un moyen de faire cohabiter tout ensemble en fait. C'est-à-dire que ici c'est un petit exemple de XML, donc j'ai mis du compose dans du XML. Voilà, ça peut arriver qu'on a un écran avec un gros legacy et qu'on a commencé à changer les composants déjà avec le nouveau design system. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute une compose view,
dans le view binding set content, et vous mettez votre composable. Voilà, c'est vraiment très simple. Un jour, par exemple, j'ai remplacé tous les composants d'une recycler view un à un, et puis on a enlevé la recycler view, on l'a remplacé par une colonne. Voilà, tout simplement. Très facile de migrer progressivement. L'inverse est tout aussi facile. Donc voilà, Android View dans du Compose. Bon, c'est peut-être un peu moins courant, mais il y a des fois on n'a pas le choix, hein, comme avec les ads de Google par exemple, qui envoient une view tout simplement. Voilà, donc vraiment tout est intercomposable. La migration elle peut se faire petit à petit. Quand vous touchez un écran, commencez petit, commencez par ce que vous avez, et petit à petit on change tout. Voilà. Ensuite, voilà, donc s'il y a vraiment une phrase qui caractérise tout ça, pour moi, c'est saisir chaque opportunité. Parce que c'est vraiment ce qu'on a fait. On a saisi l'opportunité du rebranding pour passer en Compose. Et là, bah, on est passé en Compose, mais bon, c'était un peu moche d'utiliser ça avec des live data, d'avoir du RX partout. Voilà, on voulait vraiment respecter des archi-cibles un peu plus efficaces. Là, on s'est dit, allez, pourquoi pas passer en coroutine tant qu'on y est. Donc, encore une fois, on s'est formé. Donc, merci à Louis Code pour sa formation, qui a permis, voilà, moi j'avais encore une fois jamais fait de coroutine avant. Ça a permis d'avoir une petite base. Et ensuite, la migration, pareil, elle s'est faite petit à petit, parce que c'est pas si compliqué d'apprendre une nouvelle techno en fait en Android. On s'est basé donc sur les archis Google, notamment le state holder, qui est pour moi assez bien pour Compose. Enfin, c'est vraiment, ça permet d'éviter des états intermédiaires comme on pouvait l'avoir avant. Là, on émet un seul state à la vue, les composants réagissent en fonction de cela, ils communiquent avec des événements. Voilà, avec ça, je pense qu'on peut vraiment à peu près tout faire. Donc je vais vous montrer maintenant des petits exemples aussi de migration progressive, comme on a pu le faire entre RX et coroutine. Donc voilà, cohabitation conviviale. Encore une fois, vraiment, c'est vraiment ce qui nous a permis de faire tout ça. Hein. Imaginons là, dans ce cas, je suis dans mon vieux modèle, je suis en train de changer cette vue, toute la couche data, elle est encore bien legacy, bien RX. Qu'est-ce qu'on fait ici? On passe juste en coroutine notre fonction getUser. Sauf que comme vous voyez au niveau du repo, c'est toujours du single. Bah, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Await, qui permet de rendre le call suspendable. Et pour le moment, c'est une très bonne solution parce qu'on n'a peut-être pas envie de toucher toute la couche data jusqu'à son API ou jusqu'à sa base de données pour pouvoir utiliser coroutine. Voilà. Ensuite, pareil, n'ayez pas peur si vous avez des observables partout, il y a AsFlow, tout aussi efficace, qui permet de passer en flow. Et l'inverse, bien évidemment, est possible. Donc ça, ce serait peut-être dans le cas où on a déjà refacto toute la couche data, et notre présentation, toute la couche data, bref, je me suis perdu dans ma tête. Voilà, donc tout observable qui permet de revenir à des observables pour notre couche présentation. Et RX single, donc qui permet d'utiliser par exemple une suspend fun en tant que single. Pareil, il y a RX complétable, il y a à peu près tous les opérateurs. Vraiment, tout est possible. Voilà, donc avec un peu de boy scouting, à chaque fois que vous passez sur une fonctionnalité, vous pouvez petit à petit tout migrer. Et actuellement, on a quasiment tout migré. Voilà, en l'espace de 1 an et demi, 2 ans. Ah, petit truc pour vous. Alors, le point await, franchement, les oubliez pas parce que c'est une erreur silencieuse. Si vous faites des migrations comme ça, vous allez juste avoir des calls qui passent pas et vous comprendrez pas pourquoi. Donc voilà, faut vraiment faire attention. Et ouais, aussi, vous prenez pas trop la tête avec les schedulers I/O, parce que nous, on les mettait partout parce qu'on avait peur d'avoir une erreur de thread. En fait, s'il est défini dans le flux RX, c'est bon. Et également, Room et Retrofit définissent déjà le scheduler correctement. Voilà, petite parenthèse. Voilà. Je vais vous passer à Ala qui va vous expliquer la suite. Merci Cyril. Moi, je vais plus vous parler de la partie process, en vrai, parce qu'on voit ce genre de migration, c'est des migrations, ça se fait pas en un sprint ou deux, comme vous avez vu. C'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, dans l'équipe. Donc le but, c'est de ne pas arriver à la fin d'une migration et se dire, bah, ok, bah, il faut tout recasser parce que c'est déjà plus à jour, c'est déjà
obsolète. Donc, comme l'a dit Cyril, l'équipe Android chez Apple, elle est structurée en Spotify model. En gros, on est plusieurs feature teams, 3 ou 4, ça dépend. Mais voilà, donc il y a des devs Android sur plusieurs équipes. Donc le but, ça serait de garder un même cap, une même vision, surtout toute la plateforme mobile. La première solution, ça a été de mettre en place une vision technique, une vision de 1 an en début d'année. On se réunit, toute l'équipe Android, on met une vision de 1 an. Où est-ce qu'on va être dans 12 mois? C'est une vision qu'on remet, qu'on rechallenge tous les 3 mois. On se revoit, ok, on a fait ça en 3 mois, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Est-ce que c'est encore réalisable? Et voilà, on s'adapte. Donc tous les ans, on essaie de faire cet exercice pour garder tous un même cap. La deuxième chose, c'est qu'on a mis en place des weekly. En vrai, il y a eu plusieurs formats. Là, c'est un format où on se voit toutes les semaines. On essaie de se réserver 2 heures pour aborder des thèmes globaux à l'équipe. Hein. S'il y a une nouvelle techno, si quelqu'un veut présenter quelque chose spécifique à Android, peu importe. C'est vraiment 2 heures de libre qu'on s'accorde nous-mêmes pour pouvoir explorer, pour pouvoir se challenger. S'il y a des discussions qui sont en cours, voilà, on peut en parler librement et pendant un temps qu'on s'est fini nous-mêmes. Alors, la troisième chose qu'on a mis en place, c'est, en vrai, je ne l'ai pas vu dans plusieurs équipes, mais chez Apple, les Android, on se voit tous les jours. On a un daily de 5-10 minutes. En vrai, parfois, le but, c'est pas de remplacer le daily du stream, de dire ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire demain. Ça, en vrai, tu le fais dans ton daily. Là, c'est juste pour voir les points de blocage si quelqu'un est bloqué pour éviter voilà, les remontées sur Slack. On connaît tous les discussions en Slack, parfois ça peut s'éterniser. Là, c'est en 5 minutes. J'ai un point de blocage, j'ai besoin d'aide sur un point où ça peut être, dans 80% du temps, tout va bien, ça avance, je suis en train de regarder ça, juste pour voir aussi, est-ce que j'ai peut-être travaillé sur ça, je vais peut-être pouvoir aider un collègue sur un autre stream, sur un tel ou un tel projet. La dernière chose qu'on a mis en place, c'est de faire franchement une spécification technique. C'est très simple, il ne faut pas le voir comme un document très barbatif ou quelque chose qui va prendre trop de temps, c'est juste mettre les idées que tu veux faire sur une page Confluence généralement, ou une demi-page. Ça permet aussi d'avoir juste un support de discussion pour tout le monde, même pour nous, entre dev Android, juste un support. Et ça reste pour les prochains qui veulent lire. Ça crée de la doc à fur et à mesure. Parce qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de doc. On avait souvent du mal à comprendre les choix techniques, pourquoi ils étaient faits comme ça. Donc on s'est dit, ok, on met cette documentation-là en place. Et voilà, ça permet de faire des discussions. Alors, si, par contre, là, vous avez vu, on se voit beaucoup, on parle beaucoup dans l'équipe. Certains diront trop, mais il y a un seul endroit où on ne voulait pas trop parler. C'est vraiment sur les PR, sur les MR. Voilà, c'est pas l'endroit pour nous où il faut perdre beaucoup de temps. Donc on a mis en place des GitHub Actions qui vont nous aider à améliorer ce temps de PR, à délivrer plus vite, à aller plus vite. Donc sur les GitHub Actions, le premier truc qu'on s'est dit, c'est qu'il y a une tâche qui revient tout le temps, dans toutes les discussions, c'est il faut mettre à jour cette lib. Cette lib, elle n'est pas à jour, mets à jour la lib que tu as utilisée. Donc on a mis des Dependabot. Voilà, comme ça c'est automatisé. S'il y a des mises à jour, il le fait, il nous prévient si ça ne compile pas. Voilà. Après, c'était un long sujet. Je sais que c'est un sujet dans beaucoup d'équipes. La mise en place des tests unitaires. Il n'y avait pas beaucoup de tests avant, honnêtement. Donc on a choisi de monter en compétence progressivement sur le sujet. Donc déjà remettre en place des tests unitaires sur use case, repo, la couche domaine. Après, voilà, pour le moment, ce n'est pas bloquant pour une PR, mais c'est fortement recommandé. Bientôt, ça va être vraiment bloquant pour n'importe quelle PR. Il y a un autre sujet qu'on voulait éviter dans les PR, c'est vraiment, tu as oublié une ligne vide.
voilà, t'as oublié un retour à la ligne, peu importe. Tout ce qui est formatage du code. Là, on a choisi la solution Spotless. Ouais, tu lances Spotless. Au moins, ça évite de perdre du temps sur relire le style du code et se focus dans les PR vraiment sur la logique, sur le fond de l'APR. Et voilà, ça permet d'avoir des discussions beaucoup plus constructives que voilà. Tu as juste oublié un point, tu n'as pas mis un point virgule, peu importe. Et dernièrement, on a mis en place aussi des tests consist. Je ne sais pas si vous connaissez un peu dans la salle, si vous utilisez consist, mais nous, ça nous a vraiment permis de nous aider dans les migrations. On a créé des tests unitaires pour chaque type de migration, design, architecture, peu importe. Ça nous permet de suivre très facilement quel module a été migré par exemple, en Compose, quel module a déjà intégré des cours routines. Donc on a mis des tests partout, et comme ça, déjà, quand tu fais une migration, tu peux juste ajouter ton module, et tu vois s'il respecte la nouvelle archi, s'il n'a plus de dépendance RX, s'il n'a plus de dépendance XML, etc. Donc voilà le process en général. Là, on va juste, si on devait retenir quelques petits points de toute la presse, ça serait, en vrai, je sais que je vais perdre beaucoup de monde avec documenté. On n'aime pas ça. Voilà, mais il faut juste se dire que parfois, juste une demi-page Confluence vraiment vite fait, mais bien faite, avec un petit diagramme, t'as pas besoin d'avoir les specs techniques complètes, voilà, laser. Donc juste une petite documentation, c'est un support. On l'utilise pour les discussions, et après, c'est un héritage de l'équipe qui va rester voilà, pour les générations qui vont venir après nous. Gérer les risques, comme l'a dit Cyril, on a beaucoup travaillé sur des migrations, ok, mais on ne casse pas tout en même temps. Voilà, parfois l'équipe elle est plus à l'aise sur une techno, autant garder cette techno pour se concentrer sur un ou deux autres migrations, on les finit et après on passe à une autre migration. Voilà, c'est vraiment ne pas tout casser, on repart de zéro, on perd beaucoup de vélocité là-dedans. Un point peut-être pas très important pour tout le monde, mais aussi la partie communication est très très importante. En vrai, en dehors de l'équipe, quand je dis communiquer, là, on a dit on parle déjà trop dans l'équipe, mais là c'est vraiment en dehors de l'équipe. Parler au manager, parler aux EM, à l'équipe produit, expliquer ce qu'on fait, vulgariser, c'est très très important et ça va vous ouvrir les portes. Parce qu'en vrai, une fois qu'on a gagné cette confiance, on est rentré dans une boucle vraiment où ils nous font confiance, donc ils nous laissent plus de temps, donc on a le temps pour faire plus de migration, ça améliore la vélocité de l'équipe. Voilà, c'est vraiment, on est rentré dans cette boucle où juste en expliquant ce qu'on fait, et bien sûr on montre qu'il y a des résultats derrière, bah, automatiquement, voilà, ouais, ça rejoint un peu le gérer vos risques, mais commencer petit aussi. Voilà, choisir ses migrations, choisir ce qu'on veut faire, pas tout casser, pas revenir, on s'est dit on revient de zéro. C'est quelque chose qu'on a appris un peu de Reborn, tout casser, revenir de zéro, c'est peut-être pas la meilleure façon. Commencer petit, il faut que ça soit quelque chose qui soit dans l'équipe pour ne pas, dans 2, 3, 4 ans, se dire ok, on est très en retard, donc on ne peut plus vraiment faire de migration, il faut repartir de zéro. Donc voilà, c'est tout le temps faire des petites choses, des petites améliorations pour garder un code propre tout le temps. Aussi, on l'a beaucoup mentionné, mais honnêtement, dans l'équipe, il y a beaucoup d'initiatives qui sont venues d'une seule personne lors des différents points qu'on a et qui ont tiré toute l'équipe vers le haut. On porte les sujets sur les coroutines, sur les... Voilà. Parfois, c'est juste une petite idée que tu proposes à l'équipe. Ça peut entraîner un mouvement de toute l'équipe et tirer toute l'équipe vers le haut. Ne pas hésiter à tout remettre en question. Je sais que parfois c'est difficile dans beaucoup de boîtes, surtout quand tu intègres une nouvelle équipe, remettre en question l'archi, remettre en question des choix qui sont décisifs dans comment marche l'équipe, mais voilà, faut pas hésiter parce que parfois il y a des évidences dans certaines équipes qui peuvent vraiment, qu'on peut remettre en question et repartir de zéro. Voilà, avoir une archi cible claire, c'est très simple, avoir un petit document, voilà, l'archi qu'on veut avoir dans l'application. Voilà, encore une fois, ça permet d'éviter beaucoup de discussions qui servent à rien. On s'est mis d'accord sur un point,
Ok, on le note dans l'archi, on met à jour l'architecture et tout le monde fait ça, quoi. Et dernier point, n'oublie pas le waits. C'est très important parce qu'il y a eu des bugs en prod à cause de ça. Voilà. Et voilà. Petit remerciement à toutes les personnes qui ont participé à ce projet, de près ou de loin, qui ont donné d'eux-mêmes. Et voilà, merci à tous.